Nouvelle semaine, nouvelle édition du JT Soir sur Esaü TV. Il est 19h, mesdames et messieurs, bonsoir. Il pleut sur Cotonou depuis hier, le ciel nuageux pleut sans cesse, les rues s'inondent, les maisons aussi. Les prévisions météorologiques du jour prévoient à Cotonou de nombreux nuages et de fortes averses. Un vent modéré va souffler cette nuit, 28 degrés Celsius pressentis. C'était une brève. Mesdames et messieurs, bienvenue sous cette pluie qui tombe sur Cotonou. Près de 12 000 garçons et 8 000 filles composent depuis ce matin le brevet d'études du premier cycle BEPC 2016. Cette année, le lancement des épreuves s'est effectué au lycée technique Koulibaly, devenu centre de composition en présence des autorités ministérielles et préfectorales. Le compte-rendu de la séance avec Abdelkader Achirou. 200 010 candidats répartis dans 267 centres de composition sont à l'affront des épreuves du brevet d'études du premier cycle de l'année 2016. Au centre du lycée Koulibaly, pas d'anomalie enregistrée puisque les candidats se sont rendus tôt au centre. Assis respectivement à leur place de composition, ils attendent le lancement des épreuves qui, pour la circonstance, s'est effectué avec le ministre de tutelle accompagné du préfet de l'Atlantique et du littoral ainsi que le troisième adjoint au maire de Cotonou. Après le lancement des épreuves, le ministre ainsi que sa délégation ont effectué un tour dans les salles de composition afin de souhaiter bonne chance aux candidats. L'examen se déroule du lundi au mercredi. Et les dispositions qui ont été prises par rapport à la sécurité et à tout ce qui peut empêcher la fraude, toutes ces dispositions-là ont été prises et nous sommes prêts à réprimer avec la dernière vitesse toute tentative de sabotage et de corruption au niveau de l'organisation de ces examens. Organiser les examens, en fait, c'est plus que les élections. Et la direction technique qui organise, mais c'est un exercice auquel on est habitué. D'abord en tant qu'enseignant et en tant que formateur, nous avons formé les élèves toute une année et il est temps de rendre compte à travers une évaluation en bonne et due forme. Donc le BPC permet en fait d'orienter les élèves vers des séries techniques, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, parce que c'est ce choix-là qui va nous aider à endiguer un peu le chômage dans le pays. Le ministre a continué sa tournée au CEG à Kpakpa Centre, puis au CEG Segbea, avant d'aller constater les conditions de composition des malvoyants au centre de promotion sociale des aveugles et des amblyopes. En termes de candidature, le BEPC 2016 a connu une augmentation de 12,47% par rapport à l'année dernière. Pour cette année, il y a 19 nouveaux centres et le plus jeune candidat a 9 ans alors que le plus vieux candidat est âgé de 66 ans. Fort de l'élection du nouveau président de la Fédération béninoise de football, subséquente à la levée de la sanction de la FIFA, le Bénin a triomphé ce dimanche face à la Guinée équatoriale par 2-1. Ce match comptant pour les éliminatoires CAN Gabon 2017. Le Nzalanga national égalisé à la 58e minute après l'ouverture du score de Khaled Adeno et avant le second but béninois qui porte la signature de David Djingla. Leandro Kodo nous commente ce match du 11 national. Surtout que nous allons gagner Inch'Allah dimanche. C'était la prière de Moucharafou Anjourin et elle s'est exaucée. Le Bénin a remporté son pari ce dimanche 12 juin au stade Mathieu Kérékou face à la Guinée équatoriale par un score de 2-1 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Sous la houlette du ministre des Sports Osvaldo Meki et du président du CONOR Rafiou Paraïso, les deux équipes ont eu droit à la traditionnelle revue des hymnes nationaux avant le coup d'envoi
d'envoi donné par le Sénégalais Papa Gassama, le meilleur arbitre africain actuel. Les écureuils ont démarré la rencontre avec un peu de timidité et ont failli se faire surprendre dès les premiers instants de jeu. Un bon cadre et ex-capitaine, Khaled Adenon achevait sur une tête à bout portant une action partie d'un coup de pied arrêté botté par les soins de Jodel Dossou. Bénin 1, Guinée équatoriale 0. Il aurait fallu moins d'un quart d'heure à la reprise au Nzalang national pour rétablir la parité grâce à un coup franc d'Emilio Nsoué concrétisé par la tête d'Ivan Zarandona et Sono. Une égalisation survenue presque dans les mêmes conditions que le but béninois. Une joie de courte durée puisque David Digla redonnait l'avantage au Bénin 60 secondes après. La tension monte alors entre les 22 acteurs. Stéphane s'essaye un tacle et agresse, mais c'est Ivan Edou qui cède à la pression et se fait expulser à la 64e minute pour contestation d'un carton jaune. Son entraîneur Esteban Baker subira le même sort à la 80e minute pour le même motif sous une pluie battante. La supériorité numérique a été de nul effet pour les poulets d'Oumar Tchomogo qui resteront infructueux pendant les 10 minutes qui séparent du coup de sifflet final de Bakary Papa Gassama. Avec 11 points au compteur, le Bénin talonne le Mali, premier du groupe C avec 13 points. La dernière et ultime journée de ses qualificatifs à la CAN Gabon 2017 sera face aux Aigles du Mali à Bamako en septembre prochain. Un grand challenge pour Oumar Tchomogo qui risque son poste de sélectionneur en cas de défaite au stade du 26 mars, là où il avait débuté sa carrière internationale en tant qu'entraîneur en 2013. C'est un langage télégraphique que publie le journal La Nouvelle Tribune samedi pour annoncer que les risques d'attaques terroristes pèsent toujours sur le Bénin. Suite à nouvelle alerte de menaces terroristes sur notre pays, Honor vous demandez vouloir à compter de ce jour, samedi 11 juin 2016, renforcer la sécurité des différentes zones menacées d'attaques terroristes. Par ailleurs, plus de vigilance dans les fouilles aux frontières rendent compte aussitôt de tout avènement survenu. Une information qui ne fait curieusement pas la une des journaux. Découvrons la une des journaux avec cette revue de presse de Cadet Achiron. BEPC 2016, le meilleur nous renseigne sur le nombre de centres et de candidats en titrant 267 centres accueillent ce jour les 200 000 dits candidats. Le potentiel nous apprend que frustré par certaines pratiques du gouvernement de la rupture, le PVR lance le mouvement Mercredi Noir. Les pharaons mettent en manchette lutte contre le délestage au Bénin, la maintenance de la centrale de Maria Gleta bloquée. Le journal s'interroge, pourquoi Godefroy Tchekete avait-il fait l'option de jet à 1? Le potentiel met à sa une ce jour, bâillonnement de la justice au Bénin, un héritage du yaïsme en vogue sous la rupture. Les pharaons nous apportent l'information selon laquelle, au sujet de la violation ostentatoire d'une décision de justice, vers un bras de fer UNAMAB gouvernement. Toujours à la une de les pharaons, grève annoncée du Centracef et du Centrader, des travailleurs sonnent la fin de la période de grâce accordée à Talon. Pour le meilleur, annonce d'une grève au ministère des Finances, le Centracef s'oppose aux réformes de la rupture. À la une de l'Humanité, difficulté de trésorerie à la Sonapra sous l'ère de la rupture. Transporteurs et transitaires réclament le paiement de leurs dettes. Le coopérant, quant à lui, pense que le gouvernement doit éviter de payer les dettes fictives à l'ère de la gouvernance de rupture. Le potentiel titre, 2 mois de gestion de la rupture, vu par le président Jean Gounongbe. Le peuple a faim et ne trouve pas à manger. Pour le Canard, cela doit être une priorité pour le gouvernement Talon. Le quotidien du jour fait savoir qu'en ce qui concerne la nomination de nouveaux directeurs du renseignement et des enquêtes douanières, le commandant Aklogan défie Talon et Yampabou. Notre voix s'interroge sur la direction du renseignement et des enquêtes douanières et cherche à savoir qu'est-ce qui bloque la prise de service de Jacques Yampabou. À en croire la diaspora de Saba, le commandant Aklogan détale et refuse de passer service.
Notre voix titre « Violation flagrante des décisions de justice, le Bénin devient un État voyou sous la rupture ». Pour le quotidien, d'abord Talon rattrapé par ses propos sur la télévision nationale. Ensuite, l'UNAMAB entend apporter le rituel sacrificiel approprié pour mettre fin à la profanation du temple judiciaire. Le Bénin n'est pas une colonie de la FIFA. Et enfin, la contribution du gouvernement à la violation de la décision de justice est indigne d'un état de droit. Le quotidien Nokoué publie « Construction d'un parking gros porteur à Cotonou. La mairie de Cotonou tient à l'aboutissement du projet, mais refuse de violer les tests au profit de l'AGETIB Bénin. » Info Sud nous amène à travers sa manchette au consulat du Bénin à New York et nous informe que la diaspora béninoise est en furie contre le consul général Eric Aoussou Gbemé. Le journal poursuit à sa une et rapporte les propos de Claude Atieti. Ça ne va pas du tout à New York et c'est la faute au consul. Pour Philippe Bankole, la rupture annoncée par le président Talon doit aller dans les ambassades. Sport à présent pour finir. Pour le journal quotidien Nokoué, éliminatoire CAN Gabon 2017, les écureuils gagnent dans la douleur. Selon l'Humanité, CAN Gabon 2017, le Bénin aux portes d'une historique qualification. Le quotidien Le Challenge trouve belle la prestation des écureuils face aux Équato-Guinéens de 2-1. Une victoire contre l'apatridie grâce à la détermination du ministre Oswald Omeki. Pour le quotidien, le Bénin d'abord, la crise après. Info Plus fait savoir qu'assis sur le même fauteuil à l'occasion du match des écureuils, Biochane tout petit à côté de Omeki. Pour le journal, l'ironie du sort impose un calvaire à ABT. Toujours à la une de Info Plus, porté à la tête de la Fédération béninoise de football, Anjorin le Djomakou du football béninois. À la veille de la victoire des écureuils du Bénin, Oswald Omeki, ministre des Sports et des Loisirs, a tenu une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique sur la responsabilité du gouvernement de Patrice Talon sur l'Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de football. Enoch Laradé y était et voici son compte-rendu. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui appartient. C'est ce que l'on pourrait comprendre de la déclaration de Oswald Omeki samedi dernier au ministère des Sports. Malgré la décision du tribunal de Porto-Novo qui suspendait la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football, le comité de normalisation du football béninois a quand même tenu le congrès. Le gouvernement de la rupture dans ce jeu de couteau tiré entre les protagonistes est resté à distance pour l'intérêt du football béninois et par respect à la décision de la FIFA. Dans une lettre nous invitant à prononcer un discours d'ouverture des travaux, nous avons été informés de la décision du comité de normalisation de tenir l'Assemblée générale élective pour le vendredi 10 juin 2016 au Palais des Congrès de Cotonou. Par la suite, nous avons été informés de ce qu'une nouvelle décision du tribunal de Porto-Novo suspendait la tenue de l'Assemblée générale et avons nous-mêmes immédiatement demandé à en recevoir copie. Celle-ci nous a été notifiée par voie d'huissier en fin d'après-midi du jeudi 9 juin 2016. Prenant acte de la décision, nous avons décidé de ne pas participer en personne aux travaux de l'Assemblée générale élective et n'avons délégué aucun représentant du ministère des Sports pour y participer. Le ministère des Sports n'a donc pas bravé la décision de justice et n'a pas cautionné l'organisation de cette Assemblée générale. Le Bénin d'abord, c'est ce qui ressort aussi de cette déclaration, puisque eu égard de toutes les critiques contre le gouvernement, Oswald Omeki a souhaité l'unité de tous les Béninois pour la victoire des écureuils du Bénin pour le match contre la Guinée équatoriale. Nous notons que la FIFA, prenant acte de la tenue de l'Assemblée générale élective, a levé la suspension du Bénin, permettant ainsi à l'équipe nationale senior de disputer son match qualificatif du dimanche 12 juin 2016 face à la Guinée équatoriale. Cette rencontre, relevant du volet sportif et entrant dans l'intérêt de tout le peuple béninois, contrairement à la crise qui relève du volet politique et n'oppose que quelques personnes, il nous paraît logique de séparer le match de la crise et d'en appeler à une union sacrée de tous, y compris des protagonistes, autour de notre équipe nationale en vue d'une victoire dimanche prochain. Est-ce la vigilance du gouvernement de la rupture ou l'élection de Anjorin Moucharaf à la tête de la Fédération béninoise de football qui aurait porté chance aux écureuils? Le football reste un jeu et seule la qualification de la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 en dira long.
Avant la page Inter pour refermer cette édition, suivons à présent les impressions des entraîneurs des deux formations du Bénin et de la Guinée équatoriale, suivi des propos du capitaine des écureuils Stéphane Sesseignon à la fin du match d'hier. Ils sont au micro Esaü TV de Leandro Kodo. Ese partido se hizo interminable por el tema de la selección. Pour nous, le match était bien joué pour les deux équipes. Seulement qu'on avait mis 2 erreurs, on a nous marqué les 2 buts. C'est ça l'analysation du match qu'on peut faire. Pour les deux équipes, la fatigue c'est entre le Bénin et la Guinée équatoriale, donc c'est pas ce qu'on peut dire maintenant comme notre problème. Le Bénin a gagné et c'est fini. Le plus dur reste à venir. Mais bon, je pense qu'on est capable, on a montré par le passé qu'on était capable d'aller faire de bons résultats au Mali. Donc pourquoi pas? Je pense que pour moi, ce n'est pas le plus dur. Pour moi, le plus dur, c'était ce soir. Je pense que le capitaine l'a souligné tout à l'heure, c'était une semaine difficile. Ça prouve une fois encore qu'on a une belle équipe, un groupe sain. Je pense qu'on était costaud mentalement. Toute la semaine, on a essayé de s'éloigner par rapport à tout ce qui se passait autour de nous. On avait un objectif, c'était la victoire ce soir. Et ça prouve encore une fois qu'on avait un objectif. Et le plus dur, c'était la victoire ce soir. Je pense que je suis satisfait parce que ce n'était pas évident aussi. On a eu une semaine difficile, il y a l'état du terrain aussi. Je pense que je suis satisfait malgré qu'il y a des déchets. On a eu à marquer 2 buts quand même si on en prend un. C'était la victoire, on la voulait absolument. Refermons ce journal avec les informations hors de nos frontières. Suivez la page Inter que nous proposent Billy Laibi et Sylvie Kounapo. Démarrons par les États-Unis qui a été victime d'un attentat en Floride samedi dernier. Ce fut précisément dans une boîte gay d'Orlando dans la nuit de samedi au dimanche avec 49 morts et 53 blessés enregistrés par le FBI. Cet attentat est considéré comme la tuerie la plus meurtrière que le peuple américain ait connue. Allons en Afrique, précisément au Mali, où des groupes armés rivaux ont tenté une réconciliation après avoir fait des morts. Il s'agit de l'autodéfense des Touaregs de la tribu des Timrad qui a attaqué le Gonda Isos, l'autre autodéfense de Gourma à Twenza. Ce drame a causé plusieurs morts, des blessés et des prisonniers. Suite à cela, des responsables de ces groupes se sont retrouvés pour calmer la situation et pour penser y remédier. Faisons une pause chez Ali Bongo dont l'acte de naissance constitue un centre de discussion à 2 mois de la présidentielle au Gabon. L'opposant Kazimi Oyemba invite les autres candidats à former une coalition pour invalider la candidature de Bongo à travers un appel lancé sur RFI hier dimanche. Mais l'avocate du président, Maître Claude Dumont-Begui, a démenti les propos de cet opposant, expliquant que l'acte de naissance d'Ali Bongo est bel et bien un vrai. Continuons avec le Cameroun persécuté par Boko Haram. En effet, 500 000 personnes ont fui le Cameroun suite aux violences causées par le groupe islamiste Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Ces réfugiés veulent rentrer chez eux. Dans ce cadre, une réunion s'est tenue par la commission du bassin de lac Tchad la semaine dernière. Des échanges ont duré 3 jours à Abuja, au Nigeria, afin de faciliter le retour des populations déplacées. Terminons par l'ONU qui a décidé, à travers son annonce de ce lundi 13 juin, la relocalisation des réfugiés dont nombreux Syriens. Elle a expliqué que pour des raisons de sécurité, ces réfugiés devront quitter leur pays d'accueil pour des pays tiers en 2017. Et ce pour des raisons de sécurité. Et ce sera tout pour ce JT Soir sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre page Facebook et à notre site pour toute information. Bonsoir et excellente semaine de travail à vous.